Nous sommes le 10 octobre, une journée spéciale, la journée mondiale de la vue, où un point est marqué pour nous sensibiliser, nous interpeller sur les déficiences visuelles qui sont légion aujourd'hui et partout ailleurs où l'on souffre des maux Dieu. Nous sommes interpellés. Love your eyes, c'est le thème qui est retenu depuis quelques années pour nous dire que nos yeux sont précieux, il faut les aimer. Nos invités sur ce plateau à ce nouveau numéro de votre émission Les Grands Enjeux, Dr Yao Sepopo Prempe, il est le coordonnateur du programme national de santé oculaire, ophtalmologiste avant tout. Bienvenue, docteur. Bonjour, monsieur Issifou, et merci de l'invitation. Également avec nous au plateau, le docteur Maouli Komis Santos, il est ophtalmologiste également. Il intervient au CHP à Ného, mais surtout maître assistant à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Docteur, bienvenue. Merci, monsieur Issifou. C'est un réel plaisir pour moi. Et ça reste une journée importante pour les ophtalmologistes. En effet. Voilà. Je commence par vous, docteur Prempe. Oui. Vous êtes, comme je le disais, le coordonnateur du programme national de santé oculaire. Oui. Quand on dit « love your eyes », tout est dit, hein? Oui, oui, bien sûr. Les yeux, des organes précieux. Oui, c'est un rappel à la population que les yeux, c'est vraiment important et pour le savoir, il faut dire que l'apprentissage, en gros, dépend des yeux dans plus de 80% des cas. Et donc, aimer ses yeux, c'est de faire en sorte que ses yeux soient vraiment bien portants du début jusqu'à la fin de vie, et pour pouvoir vaquer librement à ses occupations, apprendre et vivre en communauté. Alors ça, c'est vrai, surtout vivre en communauté, vous le dites, et pouvoir apporter également sa contribution jusqu'à la fin, jusqu'au terme de sa vie. Sinon, un aveugle, je vais le dire comme ça, ou quelqu'un qui ne voit pas, c'est plusieurs personnes mobilisées autour d'elle. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est un déficit énorme, à la fois pour les yeux, mais aussi pour la vie, donc en communauté. Et parlant de déficience, justement, visuelle, aujourd'hui, les cas sont légion dans le monde, et c'est pas seulement en Afrique, mais en même temps, on sait qu'aussi que c'est possible de rester comme ça, garder ses yeux jusqu'à la fin de ces jours, comme le dit le docteur Prempe. Et justement, cette journée nous interpelle là-dessus, docteur Santos. En effet, monsieur Issifou, l'OMS a rapporté qu'on a environ 2,2 milliards de cas de déficience visuelle et de cécité dans le monde. Et sur ces 2,2 milliards de cas, environ 1 milliard sont des cécités évitables ou qu'on peut prendre en charge. Oui. C'est vous dire l'importance donc de cette journée pour sensibiliser. Parce que l'un des pans de la lutte contre la cécité, c'est la sensibilisation de la population, de nos parents, de nos enfants, afin qu'ils puissent comprendre quels sont les contours des problèmes visuels que nous avons et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir surmonter ce problème qui est celui de nous tous. Alors, surmonter ce problème qui est celui de nous tous, mais quand j'écoute le docteur Santos parler, il le dit clairement, il y a des éléments, il y a, on va dire, des facteurs qui aujourd'hui affectent notre, disons, la préservation de nos yeux, parce que il y a des choses qu'on fait au quotidien qui peuvent donc nous mettre à risque. Au nombre de ces facteurs, qu'est-ce qu'on peut indiquer sur ce plateau, docteur Prempe? Oui, au nombre de ces facteurs, les yeux, c'est un tout. Et c'est de l'apprentissage depuis l'enfance jusqu'à un moment donné pour bien voir. Donc c'est tout un début de la vie que nous sommes appelés à maintenir une bonne vision
et à maintenir toutes les conditions nécessaires pour cette croissance visuelle. Et donc, il y a d'abord l'environnement que nous avons autour de nous. Le stimulant premier d'une bonne vision, c'est la lumière. Donc, il faut maintenir une bonne luminosité autour de nous. Et donc, ce qui est vraiment important, prendre en charge les problèmes qui occultent cette lumière d'entrer dans l'œil, et c'est vraiment important, et faire en sorte que les facteurs violents qui peuvent concerner l'œil soient évités, donc les traumatismes, etc. Et faire en sorte également que, surtout pour les enfants, qu'on n'ait pas plus habitué aux jeux, voilà, aux surfaces qui nous amènent beaucoup plus en vision de près, beaucoup plus que la vision de l'environnement, surtout la vision de l'un. Donc, c'est des facteurs, surtout environnementaux. Il y a les facteurs génétiques, bien sûr, mais en dehors de ça, il y a les facteurs environnementaux et puis également les facteurs alimentaires et pour finir, les traumatismes qu'il faut véritablement éviter pour maintenir une bonne vision. Et surtout chez les enfants. Alors, surtout chez les enfants, on verra bien aujourd'hui les habitudes qu'on a. On est allé incriminer aussi les aliments. On reviendra pour épulcher tout ça, là, pour donner des exemples concrets sur les éléments dont nous sommes en train de parler. Mais un défi majeur reste, ça concerne même la journée mondiale elle-même aujourd'hui. Comment faire pour que cette journée puisse être en réalité une occasion qui permet de marquer vraiment le coup et de dire que on a mené des actions, on a fait des choses et que cette journée est un symbole fort qui permet aux gens de se sentir concernés par tout ce que nous sommes en train de dire. Pour répondre à votre question, je dirais essentiellement que cette journée a pour objectif principal la sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui, l'ignorance, comme on le dit souvent, ça tue. Et beaucoup de ces cités auraient pu être évitées si les gens avaient eu l'information qu'il fallait au moment où il fallait. Eh bien, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Et cette journée contribue à pouvoir éveiller les consciences, à pouvoir informer, éduquer, communiquer pour que on puisse avoir un changement de comportement dans nos populations. Et donc, c'est l'un des pans donc, de cette journée mondiale de la vue. Et au-delà de ça, vous savez, les causes les plus fréquentes des déficiences visuelles, ce sont les erreurs de réfraction, c'est-à-dire tous les problèmes qui amènent à porter des lunettes. Tout à fait. Vous voyez, et cela, on le retrouve souvent chez les enfants, chez les adultes. Et vous avez vu, il y a des enfants, par exemple, qui ont de mauvais résultats scolaires. Et on dit cet enfant, il n'est pas intelligent, il n'est pas ceci, alors que c'est un enfant qui ne voit pas à l'école, il recopie mal les leçons, il ne suit pas les lignes du cahier et on le tape. Vous voyez, tout ça c'est un problème d'information, d'incompréhension. Et donc, il y a des actions qui seront menées sur le terrain, en particulier dans les établissements, pour pouvoir sensibiliser aussi bien les élèves, les enseignants, les parents par rapport à ces erreurs de réfraction. Autre cause également de déficience visuelle que nous avons dans nos milieux, c'est la cataracte. C'est la cataracte aujourd'hui. Et vous savez, l'OMS disait que sur les cas de cataracte opérables, on n'a que 17% qui sont pris en charge. Vous voyez le gaps que nous avons. Et il y a aujourd'hui de vieilles femmes qui sont laissées pour compte dans des villages, dans des cases, pour dire c'est fini
pour elle. Alors qu'il suffit de les amener dans un centre de santé, de l'opérer pour que cette vieille-là puisse retrouver la joie de vivre. Vous voyez? Et donc, il y a des actions que nous aurons également menées donc, par rapport à la cataracte. Donc, c'est la chirurgie de la cataracte. D'autres pathologies telles que le glaucome, la rétinopathie diabétique, voilà, les carences vitaminiques, la malnutrition, toutes ces choses-là sont prises en compte dans la sensibilisation, mais également par nos actions sur le terrain. Alors, également par les actions sur le terrain. On revient aux facteurs environnementaux. Vous l'avez dit, docteur Prempeh, les enfants, c'est vrai, ce sont des innocents. Il a donné un exemple où, effectivement, quand l'enfant a de mauvais résultats, bon, ben, on le prend en charge, j'investis, voilà, tu es nul, tu ne me rapportes rien. Mais on n'essaye jamais de poser la question au-delà. Il y a ce fait-là, il y a d'autres faits où, en fait, on laisse les enfants parfois jouer dans un environnement ou se livrer à des jeux qui sont aussi en même temps des risques. Alors, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, apporter l'information aux parents, mais plus encore, qu'est-ce que l'on peut demander aux parents de faire? Oui, comme vous l'avez dit, et comme Dr Santos l'a dit, oui, il y a beaucoup plus l'ignorance dans beaucoup de choses. Des enfants qui reviennent à la maison, qui se plaignent de ne pas bien voir à l'école, oui, mais qu'on tasse d'autres choses alors qu'il faut juste l'accompagner à l'hôpital. Et il y a d'autres choses que nous vivons tous les jours en consultation, et des traumatismes oculaires, mais qu'on n'amène pas rapidement à l'hôpital parce que on pense que ça va être résolu de soi. Ou également des tradithérapies qui se font à tout azimut. Donc tous ces facteurs font que quelque part on est devant dans des faits accomplis qui nous engagent normalement, et en tant que responsables de ces enfants. Et bon, il y a aussi l'accessibilité géographique des structures de soins que nous devons relever. Et en termes de soins oculaires, il y a la promotion de la santé oculaire dans la communauté que nous manquons, qui n'est pas encore tout à fait au point. Et il y a au niveau scolaire les structures de prise en charge de ces enfants en milieu scolaire, les infirmeries scolaires que nous n'arrivons pas pour l'instant à bien instaurer. Et donc c'est beaucoup de choses que nous devons faire et qui constituent de grands défis, et faire en sorte également que dès que le parent, dès que l'enfant est contact avec une structure de soins, même si ce n'est pas une structure de soins oculaires, il puisse avoir un répondant qui puisse, s'il le peut, prendre en charge les cas ou orienter les cas ou faire en sorte qu'il y ait un counseling autour du problème que l'enfant ou la personne qui le sollicite a. Donc c'est beaucoup de choses qu'il faut juste mettre en place sous forme de puzzle et pouvoir arriver à une bonne santé oculaire. Alors nous les parents, docteur, c'est vrai, quand on le dit, l'enfant ne peut pas s'amener parce qu'il le dira à quelqu'un. Le premier à qui on le dit, c'est le papa, c'est la maman, ou le tuteur, la tutrice qui est à côté. Alors nous, en tant que responsables d'ailleurs, il nous est souvent difficile d'avoir ce réflexe. Et quand on va parler des enfants, on imagine ce que c'est. Oui. Oui, vous savez, le docteur Prempeh l'a relevé. Et c'est multifactoriel. Vous savez, le plus souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes et qui ne se rendent pas à l'hôpital, par exemple. Parce qu'il se met à calculer déjà le coût de la consultation,
les produits qu'il aura achetés, il se dit déjà les années que j'ai fait, il se dit je dois avoir peut-être 50 000 francs avant d'arriver à l'hôpital. Même le transport. Vous voyez. Alors que il faut d'abord faire cette démarche-là d'arriver à l'hôpital pour qu'on puisse vous dire voici ce qu'il y a. Peut-être ce sont de petites choses qui vont régler ce problème-là, mais à force de trop attendre, vous avez un retard au diagnostic. Et ce qui est vraiment délétère pour beaucoup de pathologies qu'on aurait pu, comme on l'a dit, éviter. Oui. Mais du fait du retard à la consultation, eh bien, ces parents n'arrivent pas. Et vous savez, aujourd'hui, il a déjà dit, il y a également les facteurs économiques. Voilà. Et on se dit, bon, j'ai pas l'argent pour... mais c'est quand le patient, il se rend compte qu'il ne voit plus, subitement, on commence par taper à toutes les portes, on trouve l'argent, on arrive, mais à ce stade-là, c'est déjà un peu... Parce que c'est culturel aussi dans nos communautés. Quand on n'est pas à ce stade-là, on ne prend pas les gens au sérieux. Parfois, on dit, mais écoute, c'est juste un grattage des yeux, tu déranges les gens, va te calmer, ça passera. Voilà. C'est aussi culturel. Oui, c'est culturel. Il y a tellement de mauvaises pratiques traditionnelles. Vous savez, vous voyez un bébé qui a des sécrétions au niveau des yeux, et puis, qu'est-ce qu'on met? D'abord, c'est le lait maternel, ensuite, c'est de l'eau sucrée, de l'eau salée. Il y a tellement de pratiques, et vous savez, les enfants sont fragiles. Les bébés encore plus. Et quand on les amène, c'est vraiment quand l'œil est rouge et tout. Alors que l'enfant arrive à un niveau où l'œil a déjà crevé. Vous voyez, à ce stade-là, le médecin est démuni. Il aurait pu voir cet enfant 2-3 jours plus tôt, et cet œil-là serait sauvé. Donc, c'est l'occasion de rappeler aux parents qu'au-delà de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, et le premier geste à faire lorsque les enfants se plaignent ou lorsqu'on remarque que les enfants ont des problèmes oculaires, c'est de pouvoir aller au moins en consultation. Aller au moins en consultation. Et c'est à la consultation qu'on vous dira voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas se mettre à calculer à l'avance tout ce qu'il y a comme dépenses alors qu'on ne vous a pas. Alors que c'est un produit qui coûte peut-être 1000 francs qu'il faut utiliser pour sauver ces yeux-là. Et 5 jours après, il faut peut-être dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir récupérer ces yeux. 100 fois plus. Vous voyez. Alors, docteur Prempeh, est-ce que finalement ça coûte cher de prendre soin de ses yeux? Comme toute maladie, précocement, ça coûte pas cher. La prévention vaut mieux la prise en charge, le traitement. Ça revient moins cher. Des fois, on reçoit des parents ou bien on reçoit des patients qui, en arrivant chez nous, se demandent bon, je vais dépenser peut-être 50 000, etc. Et ils sont étonnés qu'on leur prescrit des produits de 890 francs. Puis on en a dans nos gammes. Ils sont étonnés. Et des fois, ils se posent même la question, est-ce que c'est efficace? Ça va être efficace, ce produit-là, avec tout ce que je ressens. Donc, c'est pour dire que des fois, ce n'est pas... c'est beaucoup plus l'appréhension qu'on a qui nous retarde d'aller que la réalité. Parce que on fait des efforts au jour d'aujourd'hui, l'État fait des efforts pour mettre des structures un peu plus proches de la population. Ce faisant, on met également un système en place pour faire en sorte que les prises en charge soient de moindre coût pour la population et résoudre les problèmes très en amont. Donc, en faisant cela, je pense qu'on dépense moins. Mais quand on attend, quand le problème, peut-être simple conjonctivite, va se compliquer de kératite, ou le traitement devient plus... C'est-à-dire que l'Apollo banal, là, dont vous parlez, on dit l'Apollo, on met de l'eau sucrée, on met, d'accord, si, cela peut se compliquer. Alors que ça peut passer. Même le simple Apollo. Et là, ça devient un autre problème. Donc, le fait d'aller peut-être à l'hôpital, le médecin qui est garant
de la santé des yeux voit et se dit, bon, ça, c'est pas grave. Ça nous rassure, et le patient, et l'enfant, et l'enfant, et le patient, on va dire, le parent, que de dire, bon, soi-même, ça va aller, alors que peut-être nous, on n'est pas le fin connaisseur de ce qui se passe. De toute façon, quand on a mal aux yeux, on ne peut pas savoir se scruter soi-même et savoir que ses yeux sont déjà à un stade critique, comme vous le dites. C'est vrai que le médecin est à même de déterminer si la cause de cette conjonctivite-là peut être un autre élément qui pourrait être aggravant, ou alors un simple, on va dire, une simple allergie qui passe par là, parce que c'est ça aussi, que de dire que je ne suis pas celui qui détermine en réalité le problème, celui qui peut identifier le problème. Il faut que je m'en remette à celui qui l'a appris, celui qui sait mieux le faire, qui a des outils pour ça. C'est ça aussi le défi aujourd'hui, parce qu'il a souligné, on a d'autres personnes aussi qui nous soignent, peut-être qu'ils ne disposent pas du même savoir, qu'ils ne disposent pas de la même démarche, mais là où c'est plus simple, c'est plus visible, c'est ça qu'il faut faire. Oui, comme il a dit, vous savez, l'État fait beaucoup d'efforts pour rapprocher donc, les soins de santé oculaire des populations. Et parce qu'il y a un problème de disponibilité des soins, de par le plateau technique, de par les agents de santé formés, les ressources humaines. Donc c'est très important et un travail a été initié par rapport à cela, vous voyez, pour augmenter le nombre de médecins, le plateau. Il y a toujours du travail à faire. Et je crois que... D'ailleurs, ce vendredi 11 octobre, il est demandé aux nouveaux qui ont réussi au dernier concours de prendre poste. Ça va grossir un peu. Donc on va dire exactement. Donc, nos populations doivent pouvoir faire confiance. Faire confiance aux personnes de santé oculaire pour venir se faire prendre en charge. Vous savez, par rapport à la cataracte, par exemple. Vous savez, il y a de cela quelques années... le plateau n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. On n'avait pas les implants qu'on avait aujourd'hui, on n'avait pas les microscopes qu'on avait aujourd'hui. Et donc beaucoup se sont fait opérer et puis bon, ils ont Après, il y a eu des résultats. Et c'est ce que les gens ont encore à l'esprit aujourd'hui. Alors que les gens ont tellement évolué. D'ailleurs, on dit souvent aux gens, ne va pas te faire opérer des yeux. Après c'est 6 mois seulement. Et c'est fini pour toi. Il vaut mieux que tu les gardes comme ça, avec une demi-vision. On va le dire comme ça, plutôt que d'aller te faire fermer les yeux pour de bon. Alors que ce qui se raconte. La chirurgie de la cataracte, c'est la chirurgie la plus réalisée dans le monde, toutes catégories confondues. Et elle est devenue aujourd'hui tellement banale, avec des techniques très évoluées, mais les gens ont toujours cette appréhension du passé. Vous voyez? Donc, c'est pour nous aujourd'hui l'occasion de dire aux patients, vous avez une cataracte, n'ayez pas peur de vous faire opérer, approchez-vous du personnel de santé oculaire et vous serez pris en charge dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai que les téléspectateurs nous écoutent, on va leur dire, vous vous faites opérer des yeux quand il s'agit de la cataracte, soyez sûr, vous retrouvez vos yeux. Ce n'est pas 6 mois après, les yeux fermés. Oui, la preuve en est que, vous voyez, hier on a eu une campagne de chirurgie de la cataracte. Et vous allez voir que dès qu'on enlève le bandage, les patients commencent par se réjouir. C'est pour vous dire que c'est juste le lendemain que les patients commencent par recouvrir donc la vue. Et donc cette appréhension, cette mentalité, elle doit être abandonnée, doit pouvoir évoluer donc vers quelque chose de plus positif. En faisant confiance donc faire confiance aux prestataires de soins aujourd'hui, faire confiance aux médecins, aux spécialistes, parce que ils ont plus de moyens, plus d'outils et ils sont beaucoup plus mieux formés. Les choses évoluent d'ailleurs avec l'évolution technologique qu'on a aujourd'hui. Je fais le lien en même temps avec un autre facteur qui est lié justement à la technologie, où ce sont les petits écrans aujourd'hui qui sont nos problèmes, Dr. Prempeh. Surtout les enfants qui s'éternisent à longueur d'heure sous les écrans. Là aussi, ça reste un problème très commun à nous tous aujourd'hui.
Oui, au jour d'aujourd'hui, avec l'IAPB, on est en train de parler de l'épidémie de la myopie, qui est en train d'arriver de manière galopante. Et ce qui a été souligné, c'est le facteur environnemental. On entend par le facteur environnemental, par le travail de près. Surtout que l'enfant qui doit pouvoir, pour faire évoluer sa vision, doit pouvoir être bien exposé, travaille beaucoup plus de près, puisque en utilisant l'écran, on est plus en vision de près qu'en vision de loin. Donc, ça fait augmenter les cas de myopie dans nos populations, et surtout dans les pays asiatiques au jour d'aujourd'hui. Et on est à plus de 30, 35, voire 40% de cas de myopie. C'est vrai. Vous avez raison, quand on voit les images qui circulent sur les chaînes internationales, quand on arrive en Inde, en Chine, vous voyez que presque, c'est-à-dire que tout le monde porte des verres correcteurs. Oui. Donc c'est lié d'abord à l'environnement, avec les étages que nous construisons partout, les enfants qui sont devant leur écran toute la journée en train de jouer à un jeu, de regarder un film, ou d'apprendre même sur l'Internet, etc. Donc tous ces facteurs sont en train d'agir sur notre vision sans que nous nous en rendons compte, surtout chez les enfants. Chez l'adulte, il a eu le temps d'apprendre, d'accord, mais par contre, pour ce qui concerne les enfants, il faut faire très très attention. Il faut limiter l'utilisation des écrans. Il faut également faire en sorte que l'enfant ne se retrouve pas tout le temps en milieu close. Oui, en fait. Totalement close. Il faut que ce soit bien aéré le plus souvent. Non seulement aéré, mais un peu plus large, une vue dégagée. Une vue dégagée. La profondeur de champ, pour ceux qui sont permettre spécialistes de l'image. Il faut avoir un champ visuel beaucoup plus élargi qui permet donc de faire les deux, on va dire, les deux visions, celle de près ou de loin. Mais ça reste un grand défi parce qu'aujourd'hui, tout est pour l'écran. Docteur Santos. Oui, tout est pour l'écran. Je crois que tout le monde a aujourd'hui un téléphone, un smartphone, la télévision. Je crois que les téléspectateurs sont actuellement en train de nous regarder. Et aujourd'hui, c'est que on est arrivé à un stade où les gens se disent très civilisés. Très civilisés, et ce qui nous amène... parce que quand on veut se débarrasser des enfants, parce que c'est bien ça, la raison, prends ce smartphone, prends cette tablette et puis laisse-moi tranquille. Alors cet enfant, il est tout le temps sur cette tablette, ce smartphone, et ces enfants sont dans un travail prolongé. De près. Et finalement, ça devient un conditionnement. Voilà, un conditionnement. On va une addiction d'ailleurs. Exactement. Qui fait qu'on ne peut plus se détacher de ça. Et vous allez voir des enfants, par exemple, la nuit, parce qu'il ne veut pas que papa sache qu'il a son téléphone, il éteint la lumière et puis manipule le téléphone dans l'obscurité. Alors que ce sont des facteurs, comme il a dit, environnementaux, qui favorisent la myopie. Vous voyez, les conditions ont changé aujourd'hui. Nos enfants passent le plus clair de leur temps à l'intérieur de la maison. Ils ne sont plus exposés au soleil. C'est maison, ma chambre, et puis à l'école, c'est toujours la classe. Et puis on ne sort plus, même dans les écoles, il n'y a plus de cours. Vous voyez, tout est bétonné. Tout à fait. Donc l'enfant passe de la maison à l'école, il n'a plus du temps pour passer à l'extérieur de la maison, être exposé au soleil, parce que le soleil a une influence sur les yeux, la rétine des yeux, ce qui fait que ces enfants-là développent plus rapidement la myopie. Donc ce sont de mauvaises conditions auxquelles on soumet nos enfants sans le savoir. On pense qu'on leur fait du bien, on se débarrasse d'eux, on veut la paix, mais je pense qu'il faut retourner aux fondamentaux
prenons le temps de passer du temps avec nos enfants, réduisons le temps d'exposition aux smartphones, aux tablettes et il y a d'autres jeux, Exactement, et je crois que on pourra combattre ce fléau qu'est celui de la myopie chez les enfants, qui a explosé en Chine et qui est en train d'exploser chez nous actuellement si on continue dans le même sens. Alors c'est vrai que c'est pas gagné d'avance, docteur Prempeh, ce que nous disons là. Oui. Se débarrasser des écrans. Et surtout que... J'imagine les gens en train de sourire quand ils nous écoutent. Oui, surtout comme on l'a dit, on pense que c'est objet de civilisation. Ouais, de l'épanouissement. Et on pense également qu'on se débarrasse plus de l'enfant en lui donnant la tablette, et vas-y, et puis je peux faire tout ce que je peux faire, mon travail. Et il faut voir, comme vous le dites, il faut voir un enfant tenir ce petit écran-là, cette petite surface-là. Et vous voyez, vous pouvez tout faire dans la maison, il ne s'occupe même pas de vous. C'est ça qui les conditionne encore davantage, qui les retient. Et donc vous dites qu'en fait, ce n'est pas la bonne démarche aujourd'hui. Mais est-ce que c'est possible de nous ramener à la raison? C'est la question que je vous pose. Bon, ce n'est pas de cesser, c'est de limiter. C'est de limiter et de créer également des conditions pour que vous vous retrouvez plus à l'extérieur avec les enfants. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, bon, les moyens économiques, on le sait, sont difficiles, où le papa, la maman travaillent pratiquement toute l'année, même nos congés, on le passe au travail des fois. Oui. Et parfois, donc, on ramène le boulot à la maison. Oui. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à amener nos enfants en plein air et un voyage et sur la montagne de Daï, par exemple. Ah ouais, chez toi. Donc, qu'on n'arrive plus à faire. Donc, ce qui fait que l'enfant, c'est tel que les Européens l'avaient eu, c'est pour l'enfant, c'est boulot et c'est l'école, c'est à la maison, c'est l'école, c'est à la maison, c'est dans la chambre. C'est dans la chambre. Et aujourd'hui, comme vous le dites si bien, docteur Prempeh, les enfants vont se cacher pour avoir cette tranquillité, surtout cette liberté de pouvoir utiliser. Nous sommes avec le docteur Yao Sepopo Prempeh, il est le coordonnateur du programme national de la santé oculaire ici au Togo, ophtalmologiste. Également avec nous le docteur Maouli Komi Santos, il est ophtalmologiste aussi, il est maître assistant à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Nous parlons de nos yeux. À l'occasion donc de la journée mondiale, nous le disions à l'instant, l'évolution technologique aujourd'hui nous impose une autre façon de vivre, une autre façon de gérer notre quotidien et surtout le quotidien des enfants. Et je demandais au docteur Prempeh si on était sorti de l'auberge. Je vous renvoie la question. Oui, je crois que cette question-là demande un effort collectif. Ah oui. C'est un effort collectif. Et je crois que c'est l'une des raisons de notre présence ici, à pouvoir sensibiliser, parce que beaucoup le font par ignorance. Par ignorance, comme je l'ai dit, bon, on veut juste se débarrasser des enfants, on pense que bon, c'est très civilisé que les enfants aient des tablettes, mais je crois fondamentalement que déjà l'information que nous portons ce jour, donc à nos téléspectateurs, permettra qu'ils puissent prendre conscience des effets néfastes. Voilà, qui est un facteur de risque vraiment sérieux par rapport des écrans. Et je crois que lorsqu'on a ces informations et lorsqu'on a la volonté, je pense qu'il n'y a aucun parent qui puisse dire qu'il n'aime pas ses enfants. Voilà. Et quand on voit ce à quoi on expose son enfant, je crois que beaucoup vont faire cet effort-là de pouvoir, on n'a pas dit arrêter, nous avons dit limiter, pour que ces enfants puissent vraiment retrouver ce contexte social favorable à un plein épanouissement, mais également la préservation de leurs yeux. Très important. Alors la préservation de leurs yeux, j'y arrive.
C'est vrai, love your eyes. D'ailleurs, quand on voit ce thème-là où on nous demande d'aimer nos yeux, je pense que si nous aimons nos yeux, nous aimons nos enfants, nous devrions aimer les yeux de nos enfants. Ou bien. Oui, donc l'accent particulier même de cette année, puisque ça fait déjà 3 ou 4 ans que nous portons ce thème. Oui. Et l'accent particulier de cette année, c'est d'être plus axé sur les enfants. Et donc, aimer les yeux, c'est aimer également les yeux de nos enfants. Tout en sachant que nos enfants, c'est nos yeux de l'avenir. Ah oui. Donc, quelque part, il faudrait que nous puissions tout faire pour faire en sorte que ces enfants soient dans les conditions idoines pour préserver leur vision et faire en sorte également que leur vie sociale soit vraiment une vie sociale épanouie. Et cela passe par un peu d'effort, les écouter, faire en sorte que ces enfants se retrouvent devant un agent de santé oculaire au besoin et procéder au dépistage systématique de certaines pathologies chez ces enfants et faire en sorte que ces enfants soient dans des conditions environnementales et des conditions nutritives acceptables pour l'épanouissement de leur bonne vision. Alors, vous le dites, il dit si bien, le docteur Prempeh, ce que nous mangeons aussi, y est pour une cause fondamentale également dans les problèmes visuels. 80% de ces déficiences visuelles aujourd'hui sont évitables, vous le disiez. Ça passe par une bonne alimentation. Quelles sont les indications qu'on peut donner? Parce qu'on a dit aux gens, il faut réorganiser, d'accord, le temps, d'accord, que les enfants passent devant les écrans. En tant qu'ophtalmologiste, quand les gens viennent vous voir, qu'est-ce que vous leur recommandez? C'est la fameuse carotte qu'il faut toujours manger ou il y a d'autres recettes? Merci bien, monsieur Issifou. Oui. Vous savez, il y a aujourd'hui, vous voyez, quand on fait les programmes de vaccination, on a tendance à associer la vitamine A. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que systématiquement, parce que les avitaminoses A sont donc des sources donc de maladies oculaires, de pathologies oculaires, qu'on appelle la xérophtalmie et autres. Et cela est vraiment néfaste, voilà, pour les yeux des enfants. Donc c'est pour vous dire l'importance de l'alimentation dans le développement des yeux des enfants et une alimentation équilibrée. On ne peut pas dire autre chose que cela. C'est une alimentation équilibrée. Vous savez, la vitamine A, elle est importante pour les yeux. La vitamine E, elle est également importante pour les yeux. La vitamine B est également importante pour les yeux. Les antioxydants, les oméga 3, tout ça sont des éléments qui sont très très importants pour les yeux des enfants. Aujourd'hui, vous avez parlé de la carotte, c'est vrai, c'est un aliment qui est très riche. C'est ce qu'on nous dit souvent quand on dit qu'il faut consommer la carotte. Oui, c'est vrai. Mais vous avez également les légumes verts, ce qu'aujourd'hui nos enfants n'aiment plus manger. Voilà, parce que comme je dis, on aime bien le hot dog, le hamburger, les frites, on ne peut plus manger. Le fait de... Le lexique alimentaire même a changé. Tout ça, ça impacte. Vous voyez, alors ce sont des aliments qui sont riches en vitamine A. Vous avez le poisson qui est également très riche en vitamine A. Et donc, je pense que fondamentalement, comme je l'ai dit, il faut revenir à cette alimentation équilibrée, bien manger. Et bien manger les choses de chez nous, parce qu'il y a de bonnes choses chez nous qu'on a abandonnées pour l'industriel. C'est ce que je dis, on a même recomposé notre lexique aujourd'hui et comme vous le dites, le réflexe, ce sont ces éléments que vous avez indiqués. Moi, je ne les connais pas beaucoup, donc je ne connais pas les noms. Alors, docteur Santos, aujourd'hui, là où, au point où on en est, on a dit pas mal de choses.
On a dit l'essentiel. Sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais si aujourd'hui il y a un message à délivrer que les gens peuvent retenir, d'accord, parce qu'ils ont regardé cette émission un 10 octobre, qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour, on va dire, leur vécu prochain? Ce qu'ils peuvent retenir essentiellement, nous avons dit aimons nos yeux, aimez vos yeux. C'est pour dire ce qu'on aime, on en prend soin. On ne compte pas pour ce qui a de la valeur, pour ce qui a du prix pour nous. Le plus souvent, c'est lorsqu'on a perdu quelque chose, c'est à ce moment qu'on se rend compte vraiment de son importance. Et malheureusement, on voit plusieurs personnes, au moment où ils ont perdu la vue, ils se rendent vraiment compte en ce moment-là ils se disent oh, si j'avais pu, si j'avais, voilà, comme cette conjugaison malheureuse que les gens font le plus souvent. Et c'est pour dire que si nous avons notion du prix pour nous, il faut qu'on puisse investir dans ses yeux. C'est très important. Investir dans ses yeux, on l'a dit, nous ne devons pas attendre d'avoir forcément des problèmes oculaires avant d'aller en consultation. Nous avons cette mauvaise mentalité en Afrique qui fait que tant que je n'ai pas de problème, je ne vais pas à l'hôpital. Alors qu'un check-up, juste, le docteur Prempeh l'a dit, le dépistage. Combien de pathologies n'ont pas diagnostiquées de manière fortuite parce que le patient venait pour autre chose en fait. Donc, le fait d'aller au moins une fois en consultation tous les 2-3 ans, même si on n'a absolument rien, c'est très important. Le fait d'aller rapidement à l'hôpital lorsqu'on a un souci, c'est très important. Le fait d'investir dans la vie de nos enfants par de bonnes pratiques, c'est important. Le fait d'éviter de mauvaises pratiques traditionnelles, comme on a cité ici, c'est très important. Donc c'est pour dire à nos chers téléspectateurs de prendre soin de leurs yeux, d'investir dans leurs yeux, et je crois que leurs yeux le leur rendront jusqu'à la fin de leur vie, s'il plaît à Dieu. Donc on dira avec vous, docteur Santos, si j'avais investi dans mes yeux, j'éviterais le si je savais. Exactement. Docteur Maouli Kobi Santos, vous êtes ophtalmologiste, vous êtes maître assistant à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Vous intervenez donc au CHP à Nehor. Vous avez fait une longue route pour être avec nous. Merci, d'accord, de vous rendre disponible pour nos téléspectateurs que vous aimez beaucoup, dont vous aimez les yeux. Bon retour chez vous et on va se retrouver très bientôt. On finit avec Merci vous, beaucoup. docteur Prempeh. Oui, si aujourd'hui vous aviez un message à délivrer, ce sera lequel? Oui, je pense que docteur Santos a tout dit et je ne dirais qu'à la population d'avoir confiance au système de la santé oculaire qui existe au jour d'aujourd'hui. Et ça souffre un peu, mais allons-y voir d'abord qu'est-ce qui se passe pour pouvoir avoir les conseils nécessaires. Ces conseils peuvent nous aider à nous rassurer. Ces conseils peuvent nous aider à prendre des dispositions et ces conseils peuvent également nous aider à faire un retour en arrière par rapport à notre bonne vision. Donc je nous invite tous ensemble à consulter ce jour où nous ouvrons vraiment les portes de nos services d'ophtalmologie à l'ensemble de la population, à aller consulter pour voir ce qui se passe au niveau des yeux, ne serait-ce qu'un check-up pour pouvoir être sûr que nos ampoules savent et ça peut continuer de voir pendant un certain temps. Maintenir la lumière, parce que tout le monde aime la lumière, personne n'aime quand c'est obscur. Nous devons donc aimer nos yeux. Avec vous, docteur Yao Sepopo Prempeh, vous êtes le coordonnateur du programme national de la santé oculaire, ophtalmologiste également.
Merci donc d'être passé. Merci, nous avons monsieur compris Sifo. que nous n'hésiterons pas à aller vous voir, à voir vos confrères, vos collègues qui sont également sur le terrain pour le moins souci que nous avons pour préserver donc nos ampoules, comme vous le dites si bien. Merci, chers téléspectateurs. La Journée mondiale de la vue, c'était ça sur SOS Docteur TV dans les grands enjeux pour vous. À très bientôt pour un prochain numéro. Merci. Merci. Merci.